Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal de la télé du 21e siècle. Mais tout d'abord, les titres. Doura Chérif, magistrat et avocat, a tiré sa révérence dans la nuit du samedi au dimanche 6 décembre des suites de Covid-19 à Conakry. Une semaine après l'ouverture des classes, les élèves ont massivement répondu à l'appel ce lundi 7 décembre 2020 dans les écoles de la capitale. Les échos, c'est dans cette édition d'information. Affaire 200 milliards, les associations de presse se font entendre à travers une déclaration commune. Les 3 journalistes convoqués par le tribunal correctionnel de Kaloum bénéficient du soutien de leurs confrères. Un membre du bureau fédéral du parti UFDG à Kankan et son frère ont été arrêtés le week-end dernier à Lambani-Kinifi, dans la commune de Ratoma. Ce sont des agents de force de maintien de l'ordre qui ont procédé à leur interpellation. Reportage à Fatoumata Diarra Sissé et Alassane Souma. C'est dans cette concession qu'Abdourahmane Bari et son frère Ali Moubari ont été arrêtés dans la matinée du dimanche 6 décembre 2020. Abdourahmane avait fui Kankan suite à des menaces pour Conakry. Alpha Ousmane Sow a été témoin des faits. Il a été tellement menacé, c'est suite à ça, parce qu'ils ont même cassé sa maison qui s'y trouvait à Kankan. C'est pour cette raison qu'il a fui, il est venu à Conakry pour sauver sa tête. Mais malheureusement, ici encore, il n'a pas été en sécurité. Ces citoyens déplorent ces interpellations qu'ils qualifient d'injustifiées et d'illégales. Nous nous sentons menacés parce que si les forces de défense et de sécurité viennent cueillir une personne et en plus fermer la porte et partir avec les clés, sachez qu'il y a une menace derrière. La manière dont les gens là sont en train d'arrêter les gens. Au lieu d'envoyer une convocation, si la personne est coupable, vous envoyez une convocation pour la première fois, de le convoquer à la police. Mais ici, ce n'est pas comme ça. On vient la nuit, on kidnappe les gens, personne n'est épargné. Alpha Ousmane Sow appelle les organisations de défense des droits de l'homme à plus de responsabilités. Et le message que j'ai à lancer à l'endroit de la communauté nationale et internationale, les organisations de défense des droits de l'homme et la société civile, c'est de prendre leurs responsabilités pour défendre le bas peuple qui n'a pas le pouvoir de se défendre eux-mêmes. Parce que si la Guinée avance, c'est pour tout le monde, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Et si la Guinée n'avance pas, c'est le malheur de tout le monde et on ne le souhaite pas. Depuis la période post-électorale, les arrestations des membres de l'opposition se multiplient à Conakry. Plus de 300 personnes sont actuellement détenues dans différentes prisons du pays. Je vous le disais également dans les titres, affaire 200 milliards, les associations de presse se font entendre à travers une déclaration. Les 3 journalistes convoqués par le tribunal correctionnel de Kaloum pour diffamation bénéficient du soutien de leurs confrères. Les signataires de cette déclaration dénoncent la procédure dont leurs confrères font l'objet. C'est un reportage de Ibrahima Souribari et Ibrahima Kalissila. La GIPEL, l'URTELGI, la GPI, le REMIGI et l'UPLG apportent leur soutien à Youssouf Boundou Silla de Guinée News, Ibrahima Souri Traoré de Guinée 7 et Moussa Moïse Silla de l'Inquisiteur suite à leur convocation par le tribunal correctionnel de Kaloum. Ces 3 journalistes sont poursuivis pour avoir publié des informations faisant état de détournement de 200 milliards de francs guinéens par Zinab Nabaya Drami, ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Cette plainte-là n'a d'autre qualificatif à donner. Nous l'avons mentionné dans la déclaration et pour ma part, j'estime que cette plainte n'est qu'une diversion et ça ne marchera pas. Le gouvernement a apporté un démenti à cette information, une situation que déplorent les associations de presse. Au niveau du gouvernement, dès l'annonce de ce détournement, on devait mettre sur pied une commission d'enquête qui devait permettre de voir si les faits s'avèrent ou pas. Mais aujourd'hui, on a fait une déclaration demandant à HAC de jouer son rôle. Je pense que c'est sous forme d'intimidation. Ces hommes de médias seront devant le tribunal le 15 décembre prochain. Les associations de presse condamnent vigoureusement ce qu'elles qualifient de tentative d'intimidation de la presse. Elles se disent déterminées à défendre par tous les moyens la liberté de la presse, chèrement acquise en Guinée.
Plaidoyer pour l'accès des personnes porteuses d'handicap dans les immeubles en Guinée, c'est le thème d'une conférence de presse animée à la Maison commune des journalistes ce lundi à Conakry. Objectif, plaider pour une meilleure insertion sociale des personnes vivant avec un handicap. C'est un compte rendu de Mohamed Salih Diallo et Sayoun Kamara. Les personnes vivant avec un handicap ont du mal à accéder aux immeubles en Guinée. Kernou Seydou Diakité veut que la donne change. À travers ses plaidoyers, il demande aux autorités de mettre en application la loi L022 portant sur les personnes vivant avec un handicap, adoptée depuis 2018. Les édifices publics doivent être munis de rampes d'accès faciles et appropriées aux personnes handicapées motrices. Les lieux d'attraction publique tels que les salles de cinéma, les salles de spectacle doivent être, dans toute la mesure du possible, munis de voyants lumineux appropriés et facilement repérables aux déficients auditifs et visuels. Il en sera de même pour les aérogares publics. Les toilettes publiques doivent être aménagées de manière à les rendre accessibles aux personnes handicapées utilisant des fauteuils roulants en y prévoyant des toilettes qui leur sont spécialement destinées. Le manque de projets fiables pour la promotion de cette couche par les autorités, le rejet des personnes à mobilité réduite par la société sont entre autres difficultés auxquelles les handicapés guinéens font face. Je reviens au niveau des chiffres qu'on donne le plus souvent, 10%, 15%. Il n'y a jamais eu un recensement solide pour identifier les personnes handicapées en République de Guinée. Et c'est notre département de l'action sociale, nos collaborateurs, qui devaient contacter les collègues d'autres départements en cas de recensement, d'identifier les personnes handicapées et de ressortir leur handicap. Les conférenciers demandent aux autorités de mettre en place un haut commissariat ou un secrétariat des personnes handicapées. Pour être complet sur ce dossier, il faut retenir que le représentant du ministère de l'Action sociale a expliqué que son département mène des actions à longueur de journée pour le bien-être de cette couche en Guinée. Il est au micro de Mohamed Salih Diallo et Sayoun Kamara. Pour mettre en œuvre une politique, il faut qu'il y ait des outils. Quel est l'outil que nous avons élaboré? C'est le programme national d'inclusion et d'autonomisation des personnes handicapées. Parce que les personnes vulnérables, si vous prenez, c'est un domaine vaste. Maintenant, pour concentrer et pour avoir un outil efficace, il faut spécifier. Donc le programme national d'inclusion et d'autonomisation des personnes handicapées a été élaboré, validé et est en train d'être mettre en œuvre. Nous avons commencé par le renforcement de capacité de 50 personnes handicapées. Et parmi les 50, le renforcement portait sur la création d'entreprises et le montage de projets. Prolifération des audits minérales en Guinée, un phénomène qui se répand de façon anarchique. Une situation qui inquiète les citoyens. Ce lundi, une de nos équipes a rencontré des citoyens et un spécialiste sur cette question. Yayo Moubari et Alassane Souma nous signent ce reportage. Les usines de production d'eau dite minérale poussent comme des champignons partout en Guinée. Ce flux d'eau enchâssé dans les rues de Conakry et à l'intérieur du pays ne répondent pas aux normes sanitaires internationales. Le minéral, on ne le puise pas en ville. C'est au pied des montagnes en brousse. Mais ce n'est pas en ville. Vous avez des sachets d'eau qu'on donne à consommer, à boire aux gens. Mais normalement, c'est des forages. Ce n'est pas des forages en ville. Ce n'est pas des eaux minérales. Une eau minérale, ce n'est pas en ville qu'on la puise. C'est en pleine brousse. C'est en pleine brousse. Au pied des montagnes, par exemple, là, l'eau, là, elle est saine, elle est filtrée, elle est riche en éléments, en substances minérales, c'est bon pour la santé. À Conakry, plus d'une cinquantaine de marques sont proposées à la vente. Des marques portant très souvent le nom des quartiers de production. Ce citoyen rencontré demande à l'État de prendre ses responsabilités. Ce que j'ai à dire, c'est qu'il faudrait aussi que le gouvernement essaie d'appliquer la loi et essaie de mettre un service de contrôle qualité. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons voir vraiment, il y a des gens même qui peuvent fabriquer des eaux dans leur propre cours. Et là, ça, c'est pas bon pour la population. En 2016,
À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'eau, Solidarité internationale avait rappelé que 2,6 millions de personnes, dont 1,8 million d'enfants, meurent encore chaque année des maladies liées à l'eau insalubre, soit une personne toutes les 10 secondes. Doura Chérif, magistrat et avocat, a tiré sa révérence dans la nuit du samedi au dimanche 6 décembre des suites de Covid-19 à Conakry. Ce lundi, notre rédaction s'est rendue dans la famille du défunt à Lambagny pour recueillir quelques témoignages. Aïssatou Lamarane Diallo. Consternation et désolation au domicile de Doura Chérif. Après 39 ans de mariage, son épouse Hadja Diéné Keita garde de lui un homme humble et respectueux. C'est quelqu'un qui a aimé sa famille. C'est quelqu'un qui a aidé la famille guinéenne. C'est quelqu'un qui a été admiré par le monde entier à travers son œuvre, le procès des gangs. À travers son parcours, Doura Chérif est considéré comme l'un des plus grands magistrats de la Guinée. Pour Dr Ousmane Kaba, président du Parti des démocrates pour l'espoir, PADES, la Guinée vient de perdre un grand homme. La République a perdu un grand bonhomme. La Guinée a perdu un grand bonhomme. Et c'est quelqu'un qui disait le droit. Je crois que j'ai une admiration intellectuelle d'abord pour le monsieur et ensuite son éthique, sa morale. Il était aimé de tout le monde, témoigne Ibrahima Diané, l'oncle du magistrat qui avait présidé le procès des gangs en 1995. Et il a aimé ce pays, il a étudié ici, il n'a jamais bougé de la Guinée pour aller ailleurs, il a fait tout son temps en Guinée. Il a aimé son travail, il a aimé sa famille. Alors, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a mal parlé de Doura. Doura Chérif avait 75 ans, atteint de la Covid-19. Il a lutté contre la maladie pendant 3 semaines. Il laisse une veuve et 5 enfants. Et puis, hors de nos frontières, les Ghanéens étaient allés aux urnes ce lundi pour choisir leur président pour les 4 prochaines années. Le président sortant, Nana Akufo-Addo, et son principal challenger, John Mahama, s'affrontent pour la 3e fois. Commentaire, Mohamed Traoré. Les Ghanéens ont voté ce 7 décembre pour choisir leur président, le scrutin qui s'annoncerait entre 2 adversaires politiques de longue date, le président sortant Nana Akufo-Addo et John Mahama. Ces derniers se sont engagés vendredi à ne promouvoir aucune violence lors du vote et à la proclamation des résultats. Le président Nana Akufo-Addo, 76 ans, candidat pour le nouveau parti patriotique, face à son prédécesseur John Mahama, leader de l'opposition du Congrès national démocratique. Cette élection a comme un air de déjà-vu. En 2012 et en 2016, les 2 principaux candidats s'étaient déjà affrontés pour accéder à la magistrature suprême, chacun remportant de justesse l'un des 2 scrutins. Pour la plupart des citoyens, cette élection est celle des bilans. Il faut comparer les bilans des 2 principaux candidats et choisir le meilleur, disent-ils. Alors que les 2 principaux partis dominent la vie politique depuis l'instauration de la démocratie il y a 28 ans, 11 autres candidats sont également inscrits en lice. Malgré que le Ghana a toujours échappé aux violences post-électorales, contrairement à la plupart de ses voisins ouest-africains, la campagne a toutefois été marquée par des incidents. Les opposants accusent notamment la commission électorale de manque de neutralité. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous pour votre aimable attention et surtout bonne suite de programmes sur la télé du 21e siècle. Au revoir.